Mon cher Alex, bonjour. Mon cher Guillaume, bonjour. Comment tu vas? Je pète le feu. Ouais? Ouais, ça va super bien. Ah, ben ça, Ouais. je suis content. Fait que c'est stable, là, santé, énergie, tout ça. Tout est là. Tout est revenu. J'ai commencé un nouveau traitement biologique. Ouais, je retrouve. On dirait que j'ai repogné 20 ans. Et je suis content pour toi. Tant Ouais, mieux. merci. Merci. Tant Puis mieux. là, je suis en train de m'entraîner. Aujourd'hui, je suis dans mon salon toute la journée sur un vélo stationnaire. Je m'entraîne pour le défi Charles Bruno qui m'ont demandé d'être ambassadeur. Wow! T'es-tu Fait que, sérieux? ouais, Bravo! je ramasse des fonds pour les enfants malades, pour Wow! enrayer le cancer infantile. Fait qu'on fait le 7, je ne sais pas si ça sort avant, mais le 7 et 9 juillet, 300 km, je pars de Québec, je vais finir à Boucherville. Fait que, ouais, j'ai bien OK. hâte. Ah, Ouais, ben, tiens-nous c'est au mon courant. défi. Toi, Bravo. Guillaume, ça va? Oui, ça va bien. Santé est bonne. Projets sont bons. Non, ça va super bien. Puis justement, parlant de projet, ben, l'invité qu'on a est, je dirais, un peu différente de ce qu'on a, de qui on a reçu parce que on va parler justement de projet, on va parler d'entrepreneuriat. On n'a pas eu d'entrepreneur là, tu sais, dans le podcast pour l'instant. Mhm. Et c'est une personne qui est vraiment inspirante, c'est une personne que je connais assez bien. Et c'est une personne qui est très connue au Québec aussi là, pour différentes raisons, mais je trouvais que c'était une personne qui était inspirante. Puis c'est ça, j'ai le goût qu'on creuse un petit peu, toi puis moi, sur sa façon qu'elle a eu de tirer son épingle du jeu, d'avancer, faire son chemin. Aussi, le succès, je dirais, en ce moment, Mhm. comment elle perçoit ça. Donc, je pense qu'on va beaucoup toucher à ça, en fait, réussir quelque chose. C'est une femme qui est publique, c'est une femme d'affaires. Donc, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir, Alex? Écoute, moi, je suis fan d'entrepreneuriat. Mon, Ouais. mon show préféré, c'est L'œil du dragon, où j'ai Bon, écouté. Fait que moi, je suis all-in. Je suis très prêt. On y va. all right. Alors, c'est Jessica Arnois. Salut, Jessica. Salut, comment ça va? Ça va bien? Je suis content que tu sois là, Jess. C'est vraiment, vraiment, merci de m'inviter. Puis j'aime la dynamique entre vous deux. J'étais comme, j'adore ça. Je trouve que vous avez une très belle chimie. Donc, Ouais. heureuse d'être avec vous pour cette heure. Bon, ben, super. Ben, en fait, on se connaît un peu, hein. On a voyagé en Afrique ensemble. Tu sais, ça fait déjà plusieurs années qu'on se Ouais. connaît, qu'on se suit mutuellement. Puis je pense qu'il y a un respect mutuel entre toi et moi. Par contre, Alexandre, toi, c'est la première fois que tu rencontres Jessica. Ouais, c'est la première fois que je te rencontre. Moi, je suis désolé, je te connais pas, puis c'est sûrement réciproque. Tu me connais peut-être pas non plus. Fait que Eh bien, on est égal. Fait que c'est puis parfait. Là, je te connais et tu me je, connais. Enchantée. je suis enchanté, puis je connais -5 sur le vin. Fait que peut-être me donner un petit crash course à la fin, parce que je connais tellement pas ça. Mais je suis très content de te rencontrer, Jessica. Moi aussi, pareillement. Enchantée. Puis Jessica, ben, je veux dire, c'est quelqu'un, Alex, je sais pas où tu habites, là, mais tu t'en vas dans une SAQ, tu risques de savoir c'est qui Jessica Arnois. OK. Tu t'en vas dans une épicerie, tu risques de savoir c'est qui Jessica Arnois. Ben, Elle, le nom me dit de quoi? les vins bu. C'est toi, ça? Ah, c'est toi, Chris, je vois du but le biologique. Très bon. Ben, génial, tu vois? C'est Ben parfait. oui, à l'épicerie, quand je veux boire du vin, j'ai pris le but biologique, je le trouvais très bon. Bon, Merci. ben, c'est ça, c'est rendu, je sais pas je sais pas comment tu appelles ça, là, Jessica, on s'en est parlé quand même un peu quelques fois, mais c'est un succès qui est, je pense, au-delà de tes attentes initiales. Euh, Peux-tu raconter Ouais. comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça, les 20 buts? En fait, c'est très simple. J'ai répondu à un besoin. Parce que moi, j'ai tombé dans le vin quand j'étais très jeune. Fait que j'ai toujours été dans le vin, là, sincèrement. À 7 ans, j'ai été initiée au vin. Je ne buvais pas, mais j'avais un bon nez, un bon palais. J'entends pas bien, puis bon, bref. Fait que si t'enlèves ça, ben, il me reste au moins mon palais. Ouais. Puis, ma mère était en mode. Fait qu'il y avait le vin commençait à l'époque. Moi, j'ai 43 ans. Fait que, tu sais, à 7 ans, c'était vraiment le début de. Et j'ai fait mes classes. Donc, j'ai travaillé dans des grands restaurants comme le Toki à Montréal. J'ai travaillé en Australie, à Chicago. Et le vin, c'est ma grande passion. Je suis devenue acheteuse en chef à la SAQ.
Fait que j'achetais les grands vins à un très jeune âge. On faisait partie des top 2 plus gros acheteurs dans le monde pour le haut de gamme. Donc, j'achetais des vins entre 40 allant jusqu'à 15, 20 000 la bouteille. Puis, moi, arrivant, j'avais beaucoup voyagé. J'arrivais de l'Europe, des États-Unis. Fait que pour moi, je n'étais pas initiée à un vin de dépanneur. C'était quoi ça? Parce que c'est tout à fait commun d'acheter dans un point de vente qui est un dépanneur ou une épicerie. Tu n'es pas un quétaine quand tu achètes dans une épicerie aux États-Unis. Tu as des cavistes, qui est comme la SAQ, puis tu as d'autres points de vente avec des vins abordables, d'entrée de gamme, disponibles partout. Bon. OK. Fait que moi, je commence avec ça. Je suis dans ma sphère. Ça fait 4 ans que je travaille au Toqué, puis pas au Toqué, mais à la SAQ. Puis mon premier vin de dépanneur, parce que je travaillais à travers le Québec, mais j'ai fait le saut. J'ai pas trop compris ce qui se passait. J'ai pas aimé mon expérience. C'est ça, tu as fait le saut dans le sens que c'était en dessous nettement de tes attentes. Tu t'es dit que c'est ça. Bien, je cherchais des noms connus, premièrement. J'en trouvais pas. Deuxièmement, le vin que j'ai pris, ça s'appelait le vin de cépage. Ça veut dire un vin de raisin. Fait que ça m'a pas mis en confiance. Là, je me suis dit... Fait que j'en ai essayé quelques-uns que j'ai pas trippé. Là, on se remet que ça fait plus qu'une décennie. Là. Oui. Je me suis dit, là, moi, je suis en train d'acheter les plus grands vins du monde. Tu sais, c'est pas moi qui fais le vin, mais je déguste. Tu sais, Pétrus, Latour. Bon. J'ai une expertise de dégustation. Qu'est-ce qui m'empêcherait de trouver des bons vins en épicerie? Fait que je suis retournée faire un MBA là-dessus. J'ai vraiment tout calculé les ratios, ce que le monde veut. Tout le monde dit qu'ils veulent un vin aromatique et charnu, mais les ventes démontrent que les gens aiment les vins fruités et généreux. Tout le monde dit qu'ils veulent payer cher, mais ils payent 13,63 à peu près avec taxes. Mettons 15$ pour pas, tu sais. Fait que j'ai sorti des chiffres, puis j'ai mis mon expertise à bon escient avec une équipe formidable qui était Constellation Brand, qui s'appelle Artera. Et on a commencé Bu. Et Bu, pour moi, le premier vin blanc, je me suis dit, OK, si la problématique, c'est que les gens, ils disent, ah ouais, ça va être dégueulasse en alimentation, il faut que le vin sorte partout. Et le vin est sorti autant à la SAQ qu'en alimentation. Et à partir de là, les lois ont changé et j'ai choisi l'alimentation parce que tu as 12 000 points de vente minimum versus 400. Ouais. Fait que c'est la facilité. La seule différence, c'est qu'on embouteille au Québec, mais il y a plein de vins vendus à la SAQ embouteillés au Québec. Et moi, j'ai un contrôle total de la qualité parce que quand ça arrive au port, je le déguste et on embouteille. Donc, c'est bon pour l'environnement, ça coûte moins cher pour le client. Et voilà, j'ai répondu à un besoin et ça l'a fait boule de neige. On est rendu numéro 1 dans la catégorie. C'est fou, on a vendu 2,6 millions de bouteilles en une année l'année passée, juste au Québec. Ben, j'avais une coupe de bouteilles là-dedans, Jessica. Je te le confirme. Ben, c'est hot parce que moi, je ne vais pas souvent à la SAQ, je trouve ça trop loin. Puis quand j'étais à l'épicerie, je fais, hey, m'a faire on dit quoi, d'une pierre deux coups ou deux coups d'une pierre? En tout cas, on s'en un Christ, là. Puis j'achetais le Bu, je l'avais essayé le Bu, puis après ça, j'ai essayé le biologique, puis ça répondait à mon besoin, à moi qui n'ai pas un grand connaisseur de vin, puis que, tu sais, je pense que j'aimais un vin à la SAQ, je me souviens même plus du nom du bois, mais moi, j'ai fait toute mon école de l'humour sur le Marquis de Méricourt. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, je connais. Puis des tétrapacks de Laloux, puis je peux te dire que tu es dans une classe à part. Félicitations. Fait que c'est fou. Mais as-tu un vignoble au Québec? Comment ça marche? J'ai fait une offre d'achat. Ma question, oui. Ma question, là, juste avant que tu plonges là-dedans, ça va dans le sens de ta question, Alex. Tu sais, tu dis, c'est parce que là, il faut être opérationnel, OK? J'ai trouvé une faille dans le marché, je me suis parti un vin. Yeah. De quoi tu parles? Je me suis parti un vin. Genre, moi, je veux pas un vin demain. Qu'est-ce que je m'achète Qu'est-ce que tu veux dire, je me suis parti un vin? C'est quoi que ça veut dire, là, concrètement, là? C'est très gros. C'est en fait, partir un vin, c'est pas comme ça, tout le monde pourrait partir un vin. Premièrement, c'est de la négoce. Fait un négociant, c'est le plus vieux métier du monde dans le vin. En Champagne, Bourgogne, Bordeaux, ils achètent des raisins. OK? Fait que tu as 2 choix. Si on décide, nous autres, de se partir un vignoble, on peut planter. Ça prend 4-5 ans avant de prendre les raisins, puis ça coûte des millions. Okay. On peut créer une coopérative. On se met ensemble, puis au lieu d'avoir 3 vignobles qui coûtent des millions, on achète notre équipement, puis on se met toute la gang ensemble, puis on peut être avec tous les villageois, puis être 50. OK? Fait qu'on amène nos raisins, on devient des viticulteurs, puis on les vinifie au domaine, puis on le vend sous un nom de coopérative. Ou on a une compagnie qui, comme nous, donc c'est Artera, avec Jessica Arnois. Moi, je fais ce que je veux. Tu sais, j'élabore, exemple, je veux un chardonnay de l'Italie.
Bon, fait qu'avec l'équipe, on part et on trouve des viticulteurs, ceux qui font pousser des raisins. Le OK. Chardonnay Fiano, qui est numéro 1, c'est un petit Italien, ça fait 5 générations qu'il fait pousser du raisin. C'est ça, sa job, lui. Fait que moi, ma job, c'est de trouver des perles rares, des dégustés avec les œnologues. Je travaille avec 3 œnologues qui donnent des cahiers de charge. Exemple, c'est pas n'importe quoi, puis je dis ça c'est bon, c'est pas de même que ça marche. Quand est-ce que tu vas cultiver tes raisins? Je veux pas de sucre ajouté, je veux telle sorte de bois ou pas de bois. Bon, c'est vraiment... Si on était 3 chefs avec les 3 mêmes paniers d'ingrédients, on n'arriverait pas au même résultat. OK? Fait que c'est un travail d'équipe. Et puis, avec Artera, eux autres, ils font vraiment logistique, distribution, marketing. Et moi, eux autres, c'est le contenant, moi, c'est le contenu. C'est de même, ça marche. Fait que c'est très poussé, c'est beaucoup d'expertise. Tu as 2 façons de le faire. Tu peux faire du marketing puis mettre n'importe qui, n'importe comment, puis tout ça. Moi, je m'occupe du jus. Puis je comprends le client, je suis avec le client en toute humilité. C'est ça qui m'importe. Parce que moi, ma crainte a été, j'ai pas tout lâché. Moi, j'ai eu un petit souci de santé, c'est pour ça que j'ai tout quitté. Je me suis dit, tout le monde partait de zéro, là, 25 ans. Là, maintenant, tu as une segmentation de marché. Tu as des connaisseurs, des amateurs, mais là, ça n'a pas changé l'accessibilité aux produits. Fait que les nouveaux consommateurs là, qui sont intimidés de rentrer dans une SAQ, ils font quoi? Bien, ils achètent en alimentation. Puis moi, là, qui est sommelière, bien, excuse-moi, mais j'achète en alimentation aussi. J'ai pas le goût de virailler tout partout. Je vais acheter mes grands vins ou mes trucs à la SAQ de temps en temps, mais au day-to-day, là, s'il y a un spécial sur l'agneau, je peux-tu avoir accès à une bonne bouteille de vin? Fait que j'achetais rien que des bières. Fait que je me suis dit, ben là, si je suis tout seule à faire ça, ben qu'on me coupe les 2 mains ou la tête ou whatever, ça se peut pas. Fait que j'ai décidé de mettre à bon escient mon expertise puis de travailler avec les meilleurs, puis ça l'a donné un brand qui s'appelle Bu et c'est mon papa qui a trouvé le nom. C'était ma question, d'où ça... Wow! Ouais, mon père, tu sais, les grandes firmes marketing, ils essayent tout le temps d'arriver avec de quoi de péter, puis flyer, puis le nom retenu, c'était Galleria. Moi, j'aimais pas ça parce que c'est tout le temps... Moi, je suis une fille très simple, même si on pense que c'est très snob, le vin, c'est absolument pas. C'est simple, la plus simple expression du simple et de l'authentique. Puis là, mon père, il dit « Hey, cut the crap! » Mon père, c'est un entrepreneur prof qui boit pas. Il dit « Garde, ton bar à vin préféré, c'était Bu sur Saint-Laurent. » Il dit Bu par Jessica Arnois, puis eux autres vont le boire où, quand, comment. Ça reste que, même si je vais chercher mes raisins ailleurs, moi, c'est dans mon expertise, c'était la France, l'Espagne, l'Italie. Moi, j'ai habité pas mal en Europe aussi. Fait que j'ai dit, regarde, on offre du très bon à bon prix. Voilà. Fait que bu par moi, puis vous le buvez avec qui, quand ou comment. Pas plus compliqué que ça. Puis j'étais experte des grands vins. Je m'occupais de la cave de garde de la SAQ de 75 000 bouteilles que tu fais vieillir les vins. Bu, c'est un vin qui est prêt à boire maintenant. Tu as du fun là. Puis ça, c'est ma job de trouver des perles rares avec l'équipe pour que vous puissiez avoir du fun. C'est ça. Mais attends, juste une question, parce que là, mettons, oui, OK, la bouteille, là, t'es fier du goût, mais rentrer dans les marchés, là, rentrer chez Métro, ça, c'est une autre game, là. C'est tough rentrer dans les épiceries, il me semble. Ça, c'est très tough et c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup. Quand je suis rentrée, moi, ça fait 10 ans, hein, j'étais la première avant Chartier, avant toute la pluie de. Puis moi, je trouve ça le fun parce que c'est une simple compétition. Il y avait Wallaroo. J'avais remarqué que Wallaroo vendait numéro 1. Ça a piqué ma curiosité. Puis je suis allée au show avec Pierre Yvelard, testé sur des humains, et Mélanie Ménard. Et j'ai swingé, j'ai changé. Tout le monde bâchait ses vins d'épicerie, château, mal de tête, blablabla. Puis j'ai juste changé l'étiquette avec, c'était Tariquet, un vin français aimé. Et ils ont trashé le Wallaroo, qui avait le Tariquet dedans, le vin français. Et ils ont encensé le Tariquet, qui avait le Chardonnay de Wallaroo. Fait que là, je me suis dit, oups, pourquoi qu'il est numéro 1? Parce que ça plaît au goût. Mais les gens n'osent pas le dire. OK? Fait que je suis partie de cette prémisse-là, puis j'ai dit, OK, mais comment on peut offrir des bons vins sans addition de sucre puis tout ça? Puis à partir de là, moi, j'avais goûté un chardonnay qui m'avait donné des gros frissons. Fait que je suis pas allée chercher plus loin. Je suis allée chercher ça. Puis on a commencé comme ça. Puis après ça, ben, on est rendu à 16. Et là, je viens de faire 2 nouveaux bébés. Donc 18 vins dans la collection. C'est fou, hein? Wow! Juste répondre à un besoin. C'est répondre à un besoin dans son champ d'expertise entouré des meilleurs. C'est ça que j'ai le goût de dire. Point. OK. Parlons peut-être un peu plus psycho, là, je peux dire. Peut-être un peu plus de toi. Puis on n'a rien prévu, là, toi puis moi. Fait que moi, je vais te poser des questions. Si tu n'es pas à l'aise, tu me le dis. Puis il n'y a absolument aucun problème.
Je suis pas à l'aise. T'as niaise. T'as le droit, t'as le droit. Bon. OK, attends. Non. J'avais une autre question juste avant. Au début, tu as dit j'avais un nez puis j'avais un palais. Oui, T'as j'ai un commencé- nez. Ouais. Bon, c'est ça. Alors là, tu fais référence à la conscience d'un potentiel. Mettons dans mon jargon de psycho à moi, là, la conscience de hey, j'ai une arme, là, j'ai de quoi. Pour vrai, qu'est-ce qu'il y a ton nez? Qu'est-ce qu'il y a ton palais? Qu'est-ce que tu es capable de faire que d'autres ne peuvent pas faire avec ça? En fait, c'est tellement une belle question et tout le monde, c'est comme ça. C'est tes plus grands défauts font tes plus grandes qualités. Je vais te prendre un autre de mes défauts qui est immense, puis tu vas comprendre mon nez. Je souffre de dyscalculie. Je le sais-tu? Moi, je ne le sais pas. Fait que quand je suis retournée au MBA, mon premier examen, j'ai eu 26 Je ne comprenais pas. Il m'a fait, le prof, refaire le même examen inversé et j'ai eu 85 C'est pas des jokes, c'est des vraies notes, là. On peut aller les chercher. Fait que j'ai compris que mon problème, c'était une dyscalculie. Bon, j'inverse les chiffres. Ce que ça me donne, par exemple, c'est que je retiens beaucoup de choses par cœur. Vu que je ne suis pas capable de lire ou comme ça, je vais lire un texte, puis je me force à le savoir par cœur. Parce que je ne pourrais pas le lire, je vais tout inverser. OK, tu inverses les mots aussi? Ben oui, j'inverse tout. Fait que Pierre-Carl Pellado, je l'ai nommé à un moment donné, j'ai tout inversé les. Fait que, Pierre Lado. ben oui, écoute, il y avait de l'air de PFK à la finale. Là, j'étais tout mêlé. C'est un gros problème. Fait que tes plus gros défauts font tes plus grandes qualités. Donc, le fait que j'ai eu des otites à répétition, il paraît que j'ai un pouce de différence, je rentre dans les murs, moi, j'ai pas de. Fait que si tu enlèves ça, pour compenser mon corps, moi, je roule avec le nez. Donc, voilà. Fait que, je pense que si je garde ça très simple, à tout le monde, c'est pareil. Pensez à vos pires défauts. Ça le fait en sorte que tu as compensé. Tu sais, si tu te pètes un pied, bien, tu vas compenser de l'autre côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Le corps s'adapte, l'esprit s'adapte. Et moi, mes défauts ont fait mes plus grandes qualités. Ça l'a fait en sorte que j'avais un bon palais. J'étais vraiment... je suis un être sensible. Puis, j'ai été capable de mettre en mots mes sens. Tu sais, quand même, je décris du liquide, c'est flyé un peu. Puis j'ai capitalisé sur mes forces. J'aurais pu me battre à contre-courant. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai capitalisé sur mes forces. OK. Bon. Parlons de ça, là, capitaliser sur les forces, parce que ça vient avec une attitude générale envers la vie, si je peux le dire. Oui. Avant d'arriver à te décrire là en ce moment, c'est comme, tu étais comment quand tu étais petite, toi? Quel genre de personnalité t'étais? Tu viens d'une grande famille, petite famille? T'étais-tu tomboy? T'étais-tu très girly? C'était quoi une petite Jessica Arnois? J'étais une petite souriante. J'ai pas beaucoup changé, honnêtement. Tout allumé, full de bonne humeur, très intense. Ouais. Un rat de bibliothèque. Je lisais pas possible. Ah oui? Même jeune? Ah mon Dieu, j'étais porte-parole de la livromanie. Moi, je trouve que les livres, c'est fabuleux. L'imagination, c'est ce qu'on a de plus riche et on l'oublie. J'aime ça, moi, me faire mes images dans ma tête au lieu de les voir, qu'on me dise qu'est-ce que c'est. J'adore penser. Okay. J'adore ça. J'adore philosopher. Puis mon trip, moi, c'était donc, je suis enfant unique, de parents très atypiques. Mes parents étaient séparés. C'est mon père qui avait ma garde. Mon père est très intelligent, j'ai le goût de dire la vérité. Là. C'est un érudit. Je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui, mais c'est un homme cultivé, mais flyé. Think out of the box, ça vient beaucoup de mon père et de ma mère. Et ma mère était une entrepreneur. Mon père aussi était entrepreneur. Prof le jour, entrepreneur le soir. Eux étaient dans la mode, puis après, mon père en musique. Donc, c'est ça. Fait que moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs et c'est les meilleurs amis aujourd'hui. Donc, ils se sont séparés, mais avec la conscience qu'ils avaient bâti une famille. Fait que ça, c'est le fun. Les rôles sexe, tu sais, homme-femme étaient inversés. C'est mon père qui avait ma garde de semaine. Fait que moi, le côté sexiste, je l'ai beaucoup entendu chez les hommes. Et ma mère, elle, un mur, c'était fait pour être défoncé. Fait qu'elle m'a montré que quand tu veux, tu peux. Faut pas trouver des excuses. Faut que tu trouves le moyen de défoncer le mur. Puis de construire. Fait que moi, j'ai été éduquée pour être pourvoyeur. On m'a pas dit sois belle et pogne-toi un gars. On m'a dit garde, lève tes manches, là, va travailler, puis si tu veux quelque chose, tu vas l'avoir. Toujours dans une conscience de faire du bien. Dans ma famille, c'était toujours, tu sais, ma mère, c'était les créateurs québécois, mon père, c'était l'éducation, donc moi, c'est la sommellerie. Donc voilà. Fait que c'était mon époque. Puis petite, je voulais être astronaute. J'aimais les astres. Ouais. C'est drôle, hein?
Fait que là, toi, tu lisais beaucoup, donc assez intellectuel, hein, tu as Ouais. l'imagination fertile, tout ça. Est-ce que tu étais sociable ou tu étais pas mal dans ton coin, gêné? C'était quoi l'aspect social? J'étais hyper sociable, mais OK. asociale aussi, au sens où j'avais énormément d'amis, j'étais, tu sais, très simple. Puis j'ai la même vie aujourd'hui. Fait que dans la semaine, j'avais mes amis, on jouait, nous autres, dans, tu sais, les prairies. J'étais énormément en contact avec du bon monde qui rit, qui sont gentils, qui s'entraident. Ça, c'était Mhm. familial. Beaucoup de nature, j'adore les animaux. Et le week-end, avec ma mère, et là, c'était la pétarade d'explosion, jet set, les grands, tu sais, à 13 ans, j'étais à New York, il n'y a rien qu'on faisait pas. Fait que moi, j'avais les deux pôles et j'étais à l'aise autant. J'étais pas tomboy, j'étais une femme forte. J'étais pas mal comme aujourd'hui, pas d'artifice, mais heureuse d'être un humain. J'ai le goût de te dire, tu sais, humain. Profiter de ça, pour moi, c'est comme un véhicule, puis Mhm. triper. Moi, triper est mon mot d'ordre, là. J'aime manger, j'aime sentir, j'aime la musique, j'aime triper. C'est ça. J'aime les gens. Mais est-ce que tes parents aimaient le vin ou est-ce que, parce que tu as dit qu'à 7 ans, tu as commencé à. Tu avais un Ouais. bon nez, un bon palais à 7 ans, mais qui t'a offert un vin pour que tu. C'est weird, hein? Ma mère elle faisait la création, en fait, était avec les créateurs québécois. Elle a créé l'Association de mode du Québec. Et à tous les dimanches, il y avait des défilés de mode. Et moi, étant jeune, on allait chez Marleau, Benoît Marleau, qui était un comédien de l'époque. C'est lui qui faisait Dino dans les Flintstones. Il était à TVA. Puis ma mère habillait tous les acteurs québécois. Bon. Puis avec ça, il y avait Gaston Lheureux. Je sais pas si, tu sais, il y avait le vin et fromage. Bon, il y a eu toute une ascension. Et moi, j'étais exposée au restaurant à justement des huîtres, le vin. Puis j'avais demandé c'était quoi ça du vin. Il m'avait dit du jus fermenté. Puis je les voyais tourner le verre, puis sentir, puis dire citron. Je m'en souviens comme c'était hier. Puis là, j'étais là, du raisin qui sent le citron. Y a-tu du citron dedans? Tu sais, j'étais une curieuse. Puis ils m'ont dit non, c'est le raisin, une fois, tu sais, que ça donne de l'alcool. Bon, bref. J'ai compris l'alcool parce qu'à 8 ans, on m'a donné du champagne me disant que c'était du Sprite dans un party. Une madame trop sur le party. J'ai tellement mieux aimé le champagne que le Sprite. J'aimais pas le sucre. Mais j'ai vraiment détesté le buzz. Je m'en souviens encore. Je voyais le monde dédoubler puis tout. Bon, je ne me suis pas rendue au gâteau de mariage. C'était des choux à la crème. Fait que j'ai pas aimé le buzz de l'alcool, mais j'ai aimé la magie. Moi, je trouve que c'est comme de l'alchimie. C'est comment ça que, tu sais, en faisant de la fermentation, un vin sent, tu sais, on va s'entendre toute la gang à dire qu'un Sauvignon, ça sent le citron. C'est malade. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est comme ça que j'ai été initiée au vin. Donc, de 7 à 14 ans. Puis là, à 14 ans, j'ai vraiment pris les rênes. Moi, je travaillais temps plein en restauration. Je m'en allais, j'avais switché d'astronaute à restaurateur. Et mon père m'a beaucoup guidée là-dedans. Il m'a donné des choix, il m'a enseigné à mettre des sous de côté pour réaliser ses rêves et d'aller travailler aux meilleures places pour pouvoir apprendre les meilleurs. Ça a été ça. Fait que voilà, mes parents ne boivent pas. Ma mère prend un verre, c'est comme ça, elle bu une bouteille, puis mon père ne boit pas d'alcool. C'est fou, hein? Il aurait pu me dire non. Là. Tes frères et sœurs? Non, j'ai pas de frère, pas de sœur. Après moi, il a dit on arrête ça, c'est trop intense. T'étais-tu une petite tornade quand tu étais jeune? Est-ce que tu étais dur à gérer? Non? Oh non. Moi, j'avais une nouvelle école. Ils mettaient tout au mur, là, tu sais, au tableau. Fait que moi, Ouais. les mardis, c'était fini. J'avais tout fini mes affaires à faire. Je clenchais, tu sais, les gros cailloux dans le bocal, là. J'avais été élevée comme ça, de faire ce qui était important pour avoir du fun. Les Fait cailloux dans qu'après le ça, bocal? C'est hein? quoi les cailloux dans le T'as jamais bocal? dit ça? Tu as un bocal. Si je mets tu sais, du vin dans mon bocal puis du sable, je ne pourrais pas rentrer des gros cailloux, de la gravelle. Il faut que tu ailles inverse. Il faut toujours que tu fasses tes gros morceaux. Donc, avant. Ah, OK. Après Ouais. ça, le fun arrive. Fait que j'avais beaucoup cette mentalité-là que j'ai encore aujourd'hui de me discipliner pour clencher ce qui est essentiel pour pouvoir me donner du fun dans la vie. Fait que, tu sais, moi, au primaire, les mardis, le max mercredi matin, c'était fini. Fait que j'avais beaucoup de temps pour lire, pour m'amuser, pour créer. Je créais des journaux, des jeux. Regarde, c'est pour ça que j'ai fait un jeu aujourd'hui. Fait que le temps, pour moi, c'est de l'argent. Et je suis riche quand j'ai du temps pour faire des projets qui peuvent en bénéficier aux autres. Ça m'allume au max, ça. Mhm. C'est ça mon leitmotiv. Le temps, c'est de l'argent. C'est tellement ça. Ben, Guillaume, tu le répètes souvent, là, mais moi, je ne comprends pas les gens là, qui font du couponing, là, qui font chercher des coupons pour sauver 10 cents sur un brocoli, mais qui prennent 20 minutes de charge comme non, tu sais. Ça me fascine du monde qui font 8 épiceries un dimanche pour aller sauver 2 piastres.
C'est Tu parles comme. de la valeur. La valeur du temps, mais aussi ta valeur à toi. C'est très important. Où tu mets ton heure. L'heure là, que tu mets, il faut qu'elle soit payante. Ouais. C'est ça. Il faut que tu sois capable d'arrêter parce qu'à un moment donné, tu peux en faire sans arrêt. Mais là, c'est sûr que si je travaille matin, midi, soir, j'espère bien que je vais faire gros de l'argent parce que j'ai plus de vie. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Ben, c'est ça qui devient ta vie. Je ne juge pas ça. Mais c'est pas moi, c'est pas ma tasse de thé. Là. Moi, j'aime ça, triper dans la vie. Je veux avoir du temps, je veux voyager, je veux étudier. J'étais encore aux études. Ça, c'est Guillaume qui m'a inspirée. Fait que je veux du temps. L'équilibre. J'ai le goût de jouer à un jeu, Alex puis Jessica. Que dirais-tu d'essayer de te décortiquer un peu plus psychologiquement? Je fais jamais ça, là, normalement. On y va. Parce que je me dis, qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait que le monde comprenne que on a une personnalité, hein, il y a des intérêts, puis il y a certaines choses qui vont aider certaines tâches, certains accomplissements. OK? Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on regarde un peu ta personnalité un petit peu pour qu'on fasse des liens avec la littérature scientifique. C'est bon? On y va. Puis aussi, pour compléter ça, ben, j'aurais peut-être des questions plus personnelles à toi. Là, je pose jamais ces affaires-là, des trucs reliés, par exemple, sexualité, interaction sociale. Si tu veux pas, on va couper ça, puis il n'y a pas de problème. All in. Moi, j'ai aucun filtre et j'aime ça. OK. Bon, premièrement, là, c'est juste des questions personnelles, OK? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait une dépression, maladie mentale, diagnostic XYZ? Non, aucune. J'ai eu un moment dur quand on m'a trouvé 2 tumeurs sur mon foie parce que j'essayais d'avoir un deuxième enfant. Et là, la construction de ma vie que je m'étais faite tombait. Parce que moi, j'adore les enfants. Puis là, mon temps de péremption venait d'arriver. Ouais. Oh, là, j'avais 31 ans. Donc, j'ai vu mon éducation, j'ai été élevée au même titre qu'un gars. Donc, pour moi, pleurer, c'était mal vu. S'exprimer comme faible, c'était mal vu. Malade, encore pire. J'ai rien dit. C'est ça qui a changé. Fait que j'ai pas rien dit. Je l'ai dit au président de la SAQ, puis à mon père. Je l'ai pas dit à mon mari. J'ai juste tiré à la plug, puis je me suis reclus. Bon, c'est à ne pas faire. Il faut être vulnérable dans la vie. Mais j'ai appris de ça. Donc, j'ai le goût de te dire ça. Fait que j'ai pas eu de santé mentale. Je pense que sur un spectre, tout le monde souffre. Comme c'est impossible de ne pas avoir un mal de tête physique, donc c'est impossible de ne pas avoir un mal psychique. Donc oui, certainement, j'ai eu des coups durs à me relever. Mais je ne suis jamais tombée en dépression. Tu sais, de perdre là, le... Non, merci, mon Dieu, ça, j'ai été chanceuse. Ouais. Puis tu fais bien de le dire, hein? Je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a personne qui est immunisé contre dépression, anxiété. Non, mais je vais aller plus loin, parce que moi, mon premier bac était en psychosociologie. Donc, pour moi, c'est au même titre qu'un médecin. Fait que j'ai un coach d'affaires, coach de vie, psychologue humaniste, psychologue behavioriste. Il faut savoir les interventions. C'est comme un neurologue versus un urologue. Non, mais il faut savoir qu'on n'est pas fou. On dit toujours, elle est folle, elle, ou il est fou, ou il est intense. Mon intensité avait beaucoup d'impact. On aurait pu, moi, je bouille. Fait qu'on aurait pu dire que je suis borderline ou bipolaire. Ou, on se fait toujours attribuer une étiquette. Les gens adorent mettre un stigma sur quelqu'un. Et moi, je suis contre ça parce qu'on est tous uniques. On a des couleurs, on a des spectres. Et je pense qu'il faut maximiser. C'est ça qui est beau. Il faut s'entourer des gens qui nous complètent bien. Donc, voilà. Bon, ben c'est ça. Tu sais, il y a 5 traits de personnalité. Un de ces traits-là s'appelle le neuroticisme. Neuroticisme, c'est la quantité des émotions négatives qu'on a en général. Donc, plus une personne est forte en neuroticisme, plus ça va être une personne qui est sujette à douter d'elle-même, à être en retrait, à être instable émotionnellement, à avoir des dépressions, anxiété, tout ça. Okay? Mais évidemment, les émotions négatives, tout le monde en a. Ça, c'est, comme tu dis, c'est la normalité du spectre des émotions. Mais des personnes qui scorent un très haut niveau de neuroticisme ont plus de difficultés à aller de l'avant, à prendre des décisions, ils doutent plus d'eux autres. Okay? Moi, c'est clair, là, à vue de nez, que tu es faible en neuroticisme. Et je dirais même, là, tu es probablement plus faible que la moyenne des hommes parce que tu as 2 courbes normales qui se superposent.
les femmes sont toutes un peu plus, ont plus d'émotions négatives que les hommes. Mais peu importe, ouais, dans n'importe quelle culture. Toutes les femmes ont plus d'émotions négatives. Fait que ta moyenne d'émotions négatives femme est plus élevée que celle des hommes. Mais moi, je pense que dans ton cas, tu es faible en émotions négatives. Tu n'en as pas beaucoup. Tu as le bonheur facile. Puis ça correspond avec tes autres traits de personnalité. Fait que ça, définitivement, c'est quelque chose qui favorise le leadership. Ça favorise la prise de risque intelligente, être capable de tolérer le stress, tolérer l'incertitude, parce que quand tu es en entrepreneuriat, c'est impossible de tout prédire. Fait que tu calcules, mais tu calcules un risque, il faut que tu réussisses à être heureux dans ce risque-là. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis tu vois beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est sûr que tu en as vu, qui tombent au combat parce qu'ils ne sont plus capables. Ce n'est pas uniquement le neuroticisme. Des fois, c'est une question de planification, plein de choses. Mais il faut que tu puisses être à l'aise avec le risque quand tu es un entrepreneur. Puis c'est définitivement un avantage d'avoir un neuroticisme qui est plus faible. Et d'ailleurs, tous les présidents d'entreprise, grands entrepreneurs, personnes très haut placées hiérarchiquement, ministres, ont tous des émotions négatives faibles. D'accord. C'est fun. J'apprends. J'aime ça au bout. Je ne savais pas ça, neurotisme. Neuroticisme. Comment on calcule ça? Ça se fait-tu d'aller voir justement un neurologue puis là faire je suis à 6 sur l'échelle de neuroticisme? Oui, tout à fait. Tu peux tout à fait passer ce test-là. D'habitude, ça se mesure en percentile. Fait qu'ils ils vont te positionner sur de 0 à 100. Donc, percentile, c'est, mettons, sur 100 personnes, à quel point, mettons, tu as des émotions négatives sur 100 personnes. Si tu es numéro 95, ben, tu es plus névrotique que 95 personnes, que 94 personnes. Donc, c'est 95 percentiles. Donc, très, très élevé en percentile. Mais je pense que je devrais. OK. Mais je pense que je devrais être chill parce que moi, une journée que je vais mal, je vais m'acheter une crème glacée, puis après ça, je suis heureux. Non, après ça, moi, j'ai mal au ventre. Non, toi, tu as plus d'émotions négatives, toi, Alex. Tu penses? Oui. Mais c'est sûr. Quand on souffre beaucoup, on a souvent plus d'émotions négatives. Moi, j'en ai quand même beaucoup, surtout sur une des sous-échelles, là, parce que tu as 2 sous-échelles que quand tu les merges ensemble, c'est ça qui fait ton neuroticisme. Une des sous-échelles, c'est la volatilité, à quel point tu es prime, tu es irritable, tu te fâches facilement, tu es instable. Puis l'autre sous-échelle, c'est le retrait, c'est-à-dire à quel point tu es self-conscious, tu as peur, tu te rétractes. Fait que la combinaison des deux, ça fait ton neuroticisme. Mais dans ton cas, Jessica, c'est ni l'un ni l'autre, mais je pense que s'il y en a un qui est plus élevé, ça va être la volatilité parce que je sais que tu es capable de te fâcher s'il faut. Fait que tu n'es pas à 0 neuroticisme. Je veux dire, si tu es capable de te faire respecter définitivement. Oui, mon surnom, c'est Jessicano. Jessica quoi? Non, Jessicano, le volcano. Ah oui, OK. Ah, c'est ça. Non, c'est en joke parce que, non, par contre, je sais, tu sais, se faire respecter, c'est très important. On n'a pas besoin, il faut être ferme. Mais des gens essaient. Hein? Des fois, c'est pas tout le monde est gentil. Il faut que tu fasses ta place. Ah oui. Puis c'est ça. Fait que t'as pas besoin, j'ai pas besoin de me fâcher, mais j'ai besoin de m'affirmer. Et ça, c'est très. Je peux pas faire autrement. C'est dans ma nature. Tu m'amènes vers un autre trait qui s'appelle l'extraversion. Donc, moi, je pense pas que ce soit un grand secret pour personne que tu es extraverti beaucoup plus qu'introverti, définitivement. Oui, définitivement. Puis je suis pas capable de garder pour moi. Tu sais, la justice, c'est important. J'étais avec le président, justement, avec Sylvain d'Arsenal, puis on parlait de ça. C'est pas l'argent qui nous drive, ni le power. C'est comme une game d'échecs, mais c'est de faire du bien, d'arriver à terme. Puis quand l'injustice se pointe le bout du nez, c'est frustrant. Fait que c'est ça mon challenge dans la vie. Puis dans l'extraversion, il y a 2 sous-échelles. Un, c'est l'affirmation, c'est-à-dire dire ce que tu penses, être capable d'être transparent. Fait que ça, on te reconnaît tout à fait là-dedans. Et ça, c'est rare. Il y a une deuxième sous-échelle qui s'appelle l'enthousiasme. Et souvent, les gens ont plus un que l'autre. Moi, je pense que tu es très enthousiaste. Parce que, j'ai les deux. Oui, d'après moi, tu as les deux parce que tu as beaucoup de fun. Tu es capable de t'émerveiller de plein de choses. Tu vois le positif. Tu vois, c'est dans ta nature de voir les forces. Tu ris beaucoup. Tu es très bubbly. Ça, là, ça score enthousiaste. Fait que c'est sûr que d'après moi, là, tu es 97% percentile, genre. Trop de vin. Tu peux pas être enthousiaste. Mais mon grand-père rit beaucoup.
Nous autres, si je ris pas, je m'éteins. Moi, j'ai besoin de rire. Ouais. Donc, tu sais, ça fait vraiment partie. Si tu me demandais un trait de caractère, je dirais la culture et le rire. Ça, c'est vraiment nos drives dans ma famille. Oui, puis définitivement, tu as eu. Parce que la personnalité, hein, c'est influencé 50-60% biologique, mais 40-50% familial. C'est sûr qu'avec tes deux parents, qui sont très ouverts, ça c'est l'autre trait de personnalité. L'ouverture, c'est corrélé à l'intelligence, le quotient intellectuel. C'est le seul trait qui est corrélé au quotient intellectuel. Ah oui, je ne savais pas. Quoi ça, excuse, j'ai manqué, Guillaume? L'ouverture. L'ouverture, c'est un des traits de personnalité. C'est le seul des traits corrélés au QI. OK. Donc, puis ça, c'est aussi un trait relié à l'imagination, think out of the box, avoir des idées, la lecture, aimer parler, aimer la philosophie. Toi qui lis des livres beaucoup, c'est pas surprenant encore là. C'est un copier-coller de ça. Deux autres traits qui sont moins clairs pour moi. Il y en a un qui est assez clair. Je ne sais pas. Un qui s'appelle l'agréabilité, c'est-à-dire la volonté de s'adapter aux autres, de plaire aux autres, de rendre les autres bien. Tu vois, c'est ça. Toi, tu es plus désagréable. Pas tant. Je peux être désagréable, pas pour les autres, mais non. Tu ne vas pas accommoder quelqu'un pour le fun. Tu ne vas pas juste lui mentir pour sauver la relation. Je ne suis pas capable. Non, c'est ça. Non. C'est dur. Non, c'est sûr que tu scores désagréable. Puis ça, c'est absolument fondamental pour la négociation. Une personne qui est fortement agréable va toujours faire moins d'argent. Puis on va revenir avec l'argent. Là, on va en parler de l'argent. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un lien aussi avec l'âge. Parce que moi, quand j'ai commencé en humour à 21 ans, je voulais être aimé de tous, j'étais agréable, j'étais dans le oui, tu sais, il y avait un côté PR, mais il y avait aussi un côté genre, je veux faire ma place. Puis je pense qu'en vieillissant, dans tout milieu confondu, tu gères un peu ton énergie, fait que c'est comme no bullshit. Tu sais, t'as plus le temps, t'as moins d'énergie peut-être. Je sais pas s'il y a quelque chose, tu comprends ce que je veux dire? 100%. Moi, maintenant, je suis beaucoup moins agréable. Là. Ça dépend, ta fluctuation agréable-désagréable va être différente chez les hommes et les femmes. Chez les hommes, passé 25 ans, sont encore moins agréables et pendant toute la trentaine, jusqu'à 45 ans, sont au top de la désagréabilité. Puis là, passé 45 ans, ils redeviennent plus agréables. Comme la moyenne des gens, en général, redeviennent plus agréables avec l'âge. On s'achète un spider, puis là... C'est ça. Mais tu vois, c'est un autre trait qui différencie les hommes des femmes, l'agréabilité. Les hommes sont toujours plus désagréables que les femmes sont toujours plus agréables que les hommes. Mais toi, encore là, un peu comme tes émotions négatives, tu scores beaucoup plus comme un homme, typiquement. Mais pourquoi que les hommes sont plus désagréables? C'est dans notre code génétique, dans le temps, il fallait être plus marabout. Non, c'est parce que les femmes ont des enfants, ils ont deux responsabilités biologiques. Ils doivent s'occuper de leur corps, de leur sécurité, plus l'enfant. Mais pour t'occuper d'un autre humain, il faut que tu aies un détecteur à danger beaucoup plus aiguisé. Tes émotions négatives, ça sert à ça. Donc, une femme doit avoir plus d'émotions négatives pour voir venir le danger de plus loin. Parce que tu as deux vies à protéger. Et comme tu t'occupes d'un autre humain, il faut que tu aies de l'agréabilité, parce que l'agréabilité, c'est ce qui te permet d'être empathique, se soucier des autres. Si les femmes étaient hyper désagréables, la race humaine ne serait pas où est-ce qu'on serait rendu aujourd'hui. On pourrait pas, on n'aurait pas survécu. On a survécu parce que les femmes ont plus d'émotions négatives et ont plus d'agréabilité en moyenne. C'est pas tout le monde, hein, vous comprenez, hein, c'est des courbes moyennes. Les gens là, qui écoutent, ce n'est pas un stéréotype, c'est des courbes moyennes pondérées pour la culture et tout ça. Donc, c'est ça. Fait que toi, tu n'es pas très agréable, ce qui te rend très redoutable femme d'affaires. Et j'ai hâte après ça, j'aimerais qu'on parle de toi en affaires et tout ça. Puis le dernier trait, c'est la conscienciosité. J'ai de la misère à te saisir là-dessus parce que des fois, je te sens très, très organisée, précise, mais des fois, je te sens, parce que ça, c'est modulé par l'ouverture. Souvent, c'est rare une personne qui va avoir beaucoup d'ouverture, qui touche à tout, qui est intéressée par tout, mais qui est aussi très, très structurée. C'est rarissime. Ça arrive. Fait à toi de me dire, toi, est-ce que tu te sens très organisée, très précise, rigoureuse? J'ai une équipe qui m'organise au quart de tour. Aha. Donc, je pense que mon talent, c'est de voir le talent des autres.
et de reconnaître ma faiblesse. OK. Donc, tu sais, je bouille, j'ai des idées, je sais que je pourrais être dans tous les sens. Donc, je m'entoure de gens qui m'encadrent et j'aime ça. Et c'est leur job de m'encadrer. Oui. Fait que c'est comme ça que je me discipline. Donc, toi, tu te sens plus une personne qui a des idées, qui est intéressée par des choses, qu'une personne qui va se faire un plan 1, 2, 3, 4, 5, puis après ça. Je l'ai. Je suis très, 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 très organisée de nature. OK. Mais, fait que j'ai mes targets, j'en ai pas beaucoup. J'ai toujours dit que c'est à peu près 3, max 4, tu sais, comme une maison. Fait que pas 1 million d'affaires. Je suis très tenace. Donc, chaque idée, je les ai gardées 4, 5, 6, 7. Si j'y crois, je vais trouver la clé. Tu sais. Mais je m'entoure de gens fantastiques. Je pense à Marie-Ève Isabelle, mon père, ma mère, mon ex qui est super brillant, mon chum actuel. Tu sais, je vais avoir des gens proches en qui j'ai confiance. On ne va pas nécessairement s'entendre. Puis moi, c'est ça que je disais à mon copain, tu sais, j'ai dit, quand je te parle d'affaires, je veux t'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord, mais j'ai besoin de brasser des idées. C'est ça qui m'aide à me structurer. Donc, je pense que, tu sais, comme Marie-Ève Isabelle est extraordinaire. Moi, je n'ai pas d'employé. J'ai une compagnie qui est volatile. Je l'appelle aérienne. Parce que si j'allais mourir rapidement, mais je voulais que tout le monde ait une part du gâteau. C'était ça mon but. Puis je voulais aussi, en anglais, on dit « you eat what you kill ». Tu sais, je n'aime pas payer d'avance pour un travail, je ne suis pas capable. Fait que moi, je te donne une mission, tu as ta business. Si tu veux, tu vas travailler avec moi parce que tu as les mêmes enjeux et risques que moi. Fait que c'est comme ça que j'opère dans la vie. Fait qu'elle, elle s'est partie de sa branche, elle est présidente de sa compagnie, puis on travaille ensemble. Fait qu'on n'a pas un rapport de force, on a un rapport d'égalité. Moi, je roule dans ce que je roule best, puis elle, dans ce qu'elle fait de best. Et ça, c'est très, très, très payant pour moi. Fait que je ne sais pas, je score où dans le... C'est peut-être une façon différente, dans l'ouverture de penser ou d'opérer différemment. Bien, c'est parce que, d'après moi, l'ouverture est très élevée, mais je pense que dans la conscienciosité, tu as 2 sous-échelles. Tu as l'ordre et tu as, comment on appelle ça, assiduité/détermination. Moi, je pense que tu es très, très tenace. Oui, énorme. Je ne lâche pas à patate. Je suis très entêtée. Je sais lâcher si les bons arguments. Moi, quand j'étais petite, mon papa et maman me donnaient la chance de m'exprimer, de donner 3 arguments. Il fallait que je sois solide pour gagner mon point. Et souvent je perdais, mais souvent, je gagnais mon point. Et ça m'a aidé à trouver des bons arguments. Fait que je pense que avec ces outils-là, ça m'a permis d'orchestrer ma vie d'une façon différente pour atteindre mes buts. Et si j'y crois ardemment, bien, je vais miser sur moi. Souvent, on attend que les autres, tu sais, dans la vie, les gens veulent être rich and famous, tu sais. Normal. On veut être vu, reconnu des autres. Moi, tout le monde veut faire ça. C'est comme une course à relais, tu sais, de faire encore mieux que tes grands-parents t'ont fait. Moi, je me pose toujours la question, je le fais pour qui, puis pourquoi. Puis ça me permet de faire des choix qui sont parfois différents. C'est bon, ça, je le fais pour qui et pourquoi? Ça, c'est pas une question que je me pose souvent. C'est important parce que des fois, on fait quelque chose, mais on ne sait même pas pourquoi qu'on fait ça, c'est pas bizarre. Que moi, je me demande tout le temps, mais là, je fais ça pour qui, puis pourquoi, dans quel but. Ça m'aide à préciser, comme une cible où je m'en vais. Fait que oui, des fois, je suis très précise dans ce que je vais faire, puis quand c'est des nouveaux projets, je teste. C'est comme, puis des fois, je me pète la gueule, souvent. Des affaires que je pense qu'il va lever, ça ne lève pas. Ce que je pense qu'il va moins lever, ça lève. Es-tu capable de donner un exemple ou c'est top secret? Ah non, j'en ai plein. Écoute. Mettons quoi? Mettons, bon, exemple, si on prend un but, je m'étais donné une cible, avec des vrais chiffres. Là, puis habituellement, c'est 4 ans. Puis bon, là, on est rendu à 6 ans, 18, 20. J'aurais jamais cru ça possible. Même pas proche. Donc, ça m'a amené à être proche de la clientèle. Puis pendant la pandémie, les gens m'écrivaient puis me demandaient, si c'était normal qu'ils buvaient X nombre de verres de vin, tout ça. Fait que j'ai décidé, là, j'étudie en sciences biomédicales sur la santé et le vin. C'est une chose de faire boire les gens, mais c'est une autre des éduquer. Donc, moi, je pense que le levier dans la vie pour avancer, c'est l'éducation. Et inversement, exemple, quand on écrit des livres, bien, Guillaume, toi, tu as fait un home run, mais moi, il y a des livres, là, écoute, la matière était vraiment intéressante, mais tu n'as pas la machine pour faire la promotion, donc c'est un navet. C'est choquant parce que tu as mis de l'important. Puis là, une fois que tu l'as fait, c'est brûlé.
Un show télé. On avait un super show télé. Il y allait, tu sais, ne jamais vendre la peau de l'ours. Là, TVA, il est arrivé de quoi? Fini. Tout le monde qui avait les shows qui étaient go, là, c'est fini. Puis après ça, quand tu passes ton tour, tu passes ton tour. Donc, c'est ça la vie, mais ça t'amène ailleurs. Ouais. J'ai appris à être flexible. Puis heureuse de ça, parce que ça t'amène à plein de places. Tu sais, j'étais supposée d'être manager à New York, dans un grand restaurant. Mon père vient me visiter, il y a un problème de cœur. Bon, vous faites quoi? Ben, moi, j'ai dit, bon, ben, j'ai calculé. J'ai dit, j'ai juste un père, des jobs de même, je peux en avoir d'autres. Tu sais? Fait que je suis revenue au Québec. Et finalement, ben, j'ai été recrutée à la SAQ. J'aurais jamais cru ça possible. Jamais, là. Tu sais? Puis, c'est pas mon père qui est décédé, c'est le chef pour qui j'ai travaillé qui a eu la crise de cœur. Puis, le restaurant n'a jamais eu lieu, là. Tu sais? La vie est pleine de surprises. On pense contrôler, mais on peut contrôler pas grand-chose autre que nous-mêmes. Que nos choix. Juste avant que tu continues, Guillaume, Oui, ma psy, juste pour conclure, ma psy, moi, il y a une phrase, il y a des choses qu'on se fait dire dans la vie. Elle m'a dit, ce qui va arriver va arriver. C'est tellement banal, mais je suis comme, ça me garde tellement dans le moment présent. Ce qui va arriver va arriver. Et ça m'a juste, quand des fois je passe trop dans mes idées, là, c'est de faire confiance un peu à la vie, puis de faire confiance aussi. C'est une très bonne, exactement. Guillaume, vas-y. Tu sais, Jessica, ta personnalité, mettons dans le jargon des psychologues de la personnalité, on va dire que tu as une personnalité qui est un peu masculine, si je peux dire, OK? Oui. Mais, puis là, ça rentre plus dans le personnel, mais moi, de la façon dont je te perçois, puis de la façon dont je perçois que tu te perçois, tu es une très belle femme qui est capable d'être bien dans son corps, qui a une sensualité, parce que une personnalité qui est plus masculine, c'est souvent relié à l'homosexualité féminine. OK? Souvent. OK? Parce que ça dépend du niveau de testostérone intra-utérus pendant que le fœtus grandissait. Lorsque un bébé fille, OK, femelle, grandit dans une utérus où il y a plus de testostérone, les chances sont grandes pour qu'elle ait des caractéristiques masculines et qu'elle ait une orientation sexuelle homosexuelle, qu'elle ait une personnalité plus masculine. Mais dans ton cas, tu es bien hétérosexuel? Oui, 100%. Oui. Donc, c'est ça. Ce qui fait que c'est encore plus rare, si je peux dire. Puis c'est pour ça que je trouvais ça tellement intéressant de t'interviewer parce que tu es hétérosexuel, tu as différents traits de personnalité plus masculins, tu dégages une beauté puis une féminité. C'est quoi être une femme pour toi aujourd'hui avec les courants dans lesquels on vit? Puis commençons avec ça, voir. Bien, on va toucher 2 points parce que j'ai été sujette à, tu sais, le mot tomboy ou, tu sais, puis moi, à chaque fois, je disais, j'ai rien d'un gars, tu comprends? Je suis extrêmement féminine, mais j'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation masculine. OK. Ça, c'est très important ce que je dis là. J'ai été drillée comme un gars. Et c'est là que ça m'a challengé beaucoup dans ma vie. Parce qu'on m'a dit, ben là, tu dois être. Non, être aux femmes, je ne l'ai jamais eu parce que c'est clair que je suis au gars et j'ai rien contre ceux qui sont aux femmes, là, pas du tout. Mais c'est drôle parce que moi, inversement, beaucoup d'hommes qui se disent être des bêtes de sexe, puis d'être des hommes, puis excuse-moi, là, tu sais, ils sont doux, sont sensibles, sont pleins d'émotions. Ils n'ont juste pas appris à les verbaliser. Et moi, je leur dis pas, t'es un gay ou t'es une moumoune pour ça, t'es un homme sensible. Bon, fait que je pense que tout de suite, il y a le trait, comme tu t'expliquais, que moi, je connais moins de la testostérone, mais pour être avec beaucoup d'hommes très intello, bien, la majorité pourrait être catégorisée de gays. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus, tu sais, comme même mon père, un cerveau dans un bocal. Mon père qui est archi aux femmes en passant. Mais, donc ça, c'est, moi, j'ai le goût de dire pour la sexualité, pour garder ça encore plus simple, on est des humains. Point. Fait un peu comme être en business, tu peux décider d'avoir 100% les parts de ta business. Tu peux décider 50-50 ou à 3 de faire des choses parce qu'on se split les tâches. Donc, pour moi, la sexualité, c'est la même chose. Que tu sois attiré par un homme, une femme, que tu veux faire les deux, que ça change quoi à qui?
Rien pantoute. En tout cas, je ne vois pas la différence. Moi, mon grand-papa, du côté à mon père, était gay. Donc, on a été beaucoup sujet à, tu sais, son collègue s'est fait presque tuer vu qu'il était gay. On a connu ça. Puis, à la fin, là, maintenant, c'est LGBT. Moi, je garde ça simple. Fais ce que tu veux. Laisse-moi faire ce que je veux tant que tous les partis sont au courant. Première des choses. Je suis très ouverte sexuellement, mais très classique. Pour moi, la sexualité ne peut pas être séparée de l'amour. Et ça, je sais que on peut faire du sexe puis aimer. Bon. Mais pour moi, qui est une femme de sens extrême, si je n'ai pas la confiance et la connexion l'abandon total, oublie ça. Là. Moi, du niaisage là, de Poutine, là, de pogner de quoi sur le fly, c'est vraiment pas pour moi. Moi, j'aime les sensations. Tu sais, y aller all-in, tu sais. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis restée, tu sais, j'ai été 12 ans, moi, j'ai été mariée, bon. Là, c'est la grande tendance, couple ouvert, la grosse affaire. Moi, je trouve, comme un peu comme en affaires, plus t'es le monde à... Fait que, on m'a-tu perdu? Donc, c'est correct, là. Plus t'es de monde. C'est ça, plus t'es de monde, plus c'est compliqué. Ça, c'est moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai le goût de te dire que j'entends, je comprends, je connais pas la science avec ça. Mais c'est ça. Je pense honnêtement que c'est lié à l'éducation. Et mon père soulevait un point intéressant, en tout cas au Québec. Si vous regardez quel prof, vous autres, les gars, vous avez eu au primaire, combien d'hommes vous ont enseigné? Puis à la maison, parce que d'habitude, le père était hors de la maison puis travaillait, c'était encore la femme. Fait que c'est beaucoup la femme qui éduque hommes et femmes. Fait que je fais juste laisser ça mijoter. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu mon grand-père très présent, mes deux grands-pères, mon père, puis qui m'ont vraiment considéré comme leur égaux, là, tu sais. Fait que j'ai eu cette chance-là. Oui. Ben, c'est un grand thème que tu viens de toucher là, qui regarde les hommes, c'est-à-dire que les hommes qui t'ont éduqué, qui t'ont entouré, il y avait de la place, OK, pour être en interaction avec toi, il y avait de la marge de manœuvre. On n'est pas dans des courants où ça va bien pour les hommes actuellement. Donc, les hommes, puis particulièrement au Québec, sont de plus en plus atrophiés, sont de plus en plus honteux. Ils ont honte d'être des hommes. En ce moment, être un homme, être masculin, c'est un défaut, malheureusement. C'est gravissime. Et évidemment, les hommes sont moins extrovertis. Ils ne vont pas parler de ça. Donc, les hommes sont en train d'être complètement écrasés complètement. Puis tout le monde va perdre là-dedans parce que les hommes, ils perdent en étant complètement dévalorisés. Puis un homme qui est faible, un homme qui se dévalorise, qui est dévalorisé, est beaucoup plus sujet à être violent puis à être instable émotionnellement. Puis les femmes, on ne parle pas de ça. Puis pourtant, les femmes ont un rôle absolument fondamental sur la valorisation des hommes parce qu'un homme ne peut pas se valoriser tout seul comme une femme a la capacité de le faire. Une femme, c'est beaucoup plus tough et résilient. Les hommes, c'est très, très dépendant. Ça a absolument besoin d'un regard positif féminin. Mais là, en ce moment, il y a une guerre féministe entre les femmes et les hommes. Et c'est absolument, c'est faux. Et deux, c'est mauvais. Parce qu'après ça, les femmes ont besoin d'un partenaire en qui ils peuvent faire confiance. Mais si un homme est faible, tu ne peux pas avoir confiance en cet homme-là. Fait que c'est un cercle vicieux de tu vois, t'es faible, pour ça, je ne fais pas de confiance, puis on repousse les hommes dans les coins, puis tout ça. Mais ça fait des hommes plus faibles. Donc, ça crée une dynamique qui s'auto-confirme. Et les médias font la promotion de ça. C'est absolument épouvantable ce qui se passe. Et on le paye présentement. On paye le prix vraiment, mais tu sais, je pense que moi, j'ai bénéficié d'une bonne éducation juste et équitable. Oui. Et il n'y a plus d'affaire de t'es un petit peu plus masculine, tu vas triper sur une fille. Tu sais, je pense que la sexualité, là, il faut lâcher la patate là-dessus. Je pense vraiment plus qu'il faut se voir comme un tout, puis travailler ensemble. Tu sais, puis c'est parce que je suis une fille, je ne peux pas faire ça. Regardez, quand tu veux, tu peux, puis mets-toi à ta bonne place, puis entoure-toi de gens pour accéder à ce que tu veux, toujours dans l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Beaucoup font semblant d'être. Puis,
Mais ça vient de l'éducation, tu sais, ça vient vraiment, ça part de l'enfance, puis que, comme tu dis, de bien, il y a des gens, c'est malheureux qui n'ont pas cette, comment tu dirais ça, Guillaume, cette facilité-là de s'entourer de bonnes tu vas t'entourer en fonction de ce que tu penses que tu mérites. C'est ça. Regarde, mettons, on reste autour de Jessica, parce que c'est Jessica notre star aujourd'hui, là. Regarde, Jessica s'est fait dire, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose de productif, puis grouille. Grouille-toi, fais quelque chose. Ça, c'est la promotion de... Il n'y a rien qui va t'arrêter, Jessica. Tu travailles, tu mets tes idées en place, let's go. Ça s'appelle de l'encouragement. Donc, Jessica, tu n'as pas vécu dans une éducation de dire, pauvre, toi, tu es une femme, le monde est contre toi. Il va falloir que tu te défendes toute ta vie. Jessica ne se bat pas contre personne. Elle fait juste faire ses choses. Elle n'est pas dans une culture de victimisation. Mais qui dit ça à ses enfants? Comment qu'ils disent? Aujourd'hui. Parce que c'est ça. OK. En ce moment, le courant, ce sont des courants où est-ce qu'on est dans une lutte patriarcale. C'est-à-dire que là, on a décidé d'en vouloir au système qui est soi-disant fabriqué par les hommes et qui empêche les femmes de réussir toutes sortes de choses. Il n'y a aucun chiffre et aucune science qui n'appuie ça. 0%. Mais c'est l'agenda de groupes, des groupes féministes. Et il y a plusieurs groupes là, qui vendent leur salade comme ça. Et donc, ils font la promotion d'un monde qui est contre eux. Fait que tu comprends que quand on reçoit une Jessica Arnois qui est comme, ben, on a vendu 2,6 millions de bouteilles, puis moi, j'ai fait ce que je voulais. Puis le discours de Jessica ne cadre pas avec la ligne directrice, la ligne narrative féminine actuellement. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est quoi ton observation de ça, Jessica, toi qui s'est fait remettre un prix pour de femme d'affaires alors que toi, tu te sens juste personne d'affaires, tu te sens, je veux dire, il n'y a pas femme d'affaires plus spéciale. Parle-moi donc de ça, toi, là, comment tu te situes par rapport à ça? Bien, en fait, le prix femme d'affaires de l'année, premièrement, c'est ma collègue, Marie-Ève, qui m'a inscrite, parce que moi, premièrement, remplir des papiers, c'est pas ma tasse de thé. Hein, ça, fait qu'elle, elle a vu en moi ce que je ne voyais pas, premièrement. Puis, je me disais, fait que j'ai gagné femme d'affaires de l'année dans la petite catégorie de moins de 25 employés. Parce que le modèle que j'ai choisi, c'est de travailler avec des grandes entreprises et des entrepreneurs. Bon. Fait que, premièrement, d'avoir reçu ce prix-là, j'étais fière. Mais là, je me suis dit, pourquoi que c'est pas juste personnalité d'affaires? Oui, c'est ça. Ça a été mon premier thinking. Mais je trouvais ça bien là, qu'on mette de l'avant les femmes d'affaires. Mais est-ce que j'aurais gagné? Et j'ai été en nomination il y a un mois. Chaque école choisissait un étudiant ou une étudiante qui s'est démarquée. Puis moi, il y en avait 6 sur les 5 dernières années. Et mon école m'a sélectionnée. Fait que c'est un énorme, tu sais, sur 12 000 étudiants, c'est le fun, tu sais. J'étais contente parce que j'ai réussi 2 choses, à faire mes études et à aboutir, même si j'avais la dyscalculie. Donc, je veux juste dire que j'ai tout coulé les tests avec des chiffres. Fait que c'était pas facile. Fait que j'ai eu le courage j'étais dans la classe des spéciaux. Tu sais, il y a aussi le stigma de, ils te mettent une étiquette que tu es handicapé, là. Et c'est un handicap. C'est correct. Mais bon, ça m'a donné d'autres forces. Et je l'ai fini. Fait que ça, j'étais contente en faisant mon projet. Donc, les animations, le jeu, vin mystère, le club de vin. Bon, bref. Fait que j'étais super contente. Puis, quand ils ont octroyé le prix, il y avait une nouvelle catégorie dedans. C'était l'ethnicité, là. Tu sais. Fait que c'est une fille fantastique. Je ne sais pas son nom qui a gagné. Elle est en intelligence artificielle. Elle mérite amplement de gagner. Mais les commentaires, c'était « Ouais, mais s'il n'y avait pas l'ethnicité, tu l'as... » Fait que c'est bien au-delà de homme-femme. Ça peut être ton âge, ça peut être ta nationalité, ça peut être... C'est sans cesse. Peut-être que... Fait que moi, je pense plus que quand on m'a donné le prix, c'est sûr que, tu sais, c'est une question de domination. Fait qu'on parle d'un monde d'hommes. Quand la femme, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de power... Moi, là, même si je n'avais pas eu les mêmes parents, je n'aurais pas eu les mêmes moyens. Là, ma mère, moi, je n'ai pas eu vraiment ma mère quand j'étais jeune parce qu'elle travaillait fort pour me donner une situation sociale qui est différente. Je le comprends aujourd'hui. Puis si jamais vous en voulez à vos parents, pensez à une chose. C'est pas parce que tes parents que tu es un parent. Puis deuxièmement, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est
pour ça que l'éducation est encore plus importante. Fait que je ne suis pas mieux qu'un autre, j'ai juste pu bénéficier d'une éducation et d'outils qui m'ont été utiles. Oui, je suis dans un milieu, c'est vrai que mon discours est différent. Pas parce que je veux être différente, parce que je ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à quoi? Tu ne crois pas à quoi? Ça a gelé, hein? Ça a-tu gelé? Je pense que quand tu veux, tu peux dans la vie. Point. C'est ce que je crois. Mais tu comprends, Jessica, nombre de femmes qui vont te dire « Oui, mais Jessica, c'est pas vrai, ça. Ils n'y arriveront pas. Ouais, mais tu sais, c'est ça, de la victimisation, c'est être convaincu que c'est impossible de réussir. Entre autres, parce que tu es une femme, tu ne peux pas réussir. Parce qu'ils se sont fait dire ça, probablement. Mais c'est comme, où est l'hypothèse de la société patriarcale qui t'empêche de réussir? Il empêche de réussir toutes les autres femmes, mais toi, non. La société patriarcale t'a épargné, toi. Non, les hommes t'ont laissé une différent. Ben, c'est pas mal plus ça, l'hypothèse. C'est vraiment ça. Ben, je veux dire, c'est évident que c'est ça parce que tu n'es pas la seule femme à avoir réagi, s'être réalisée financièrement, s'être épanouie, réaliser des rêves, avoir des objectifs. Donc, premièrement, merci et bravo de t'être joint à nous parce que c'est important d'avoir un vent de fraîcheur dans tous ces élans féministes qui sont défaitistes et faux et qui corrompent littéralement les rêves à la base de la plus jeune génération, qui rendent les plus jeunes générations défensives au lieu qu'ils se focusent sur ce qu'ils ont à faire et sur le pouvoir. Je te donne un autre exemple que tu viens de mentionner comme ça. Tu as coulé 10 000 examens, tu as été en classe spéciale parce que tu as une occasion en or de justifier des échecs à cause d'un handicap. Tu as juste à le dire, puis tu as des preuves. Tu as juste à le dire, puis on va dire « Ah, mais oui, mais c'est sûr, elle est handicapée parce que le système ne la comprend pas. » Toi, tu fais « Ah, fuck it. C'est tout, c'est réglé. Je vais travailler plus fort, je vais mettre l'accent sur d'autres choses. Bingo! » C'est deux types de rapports au monde. Et c'est un rapport au monde qui est comme le tien, dont on a besoin, homme ou femme, parce que ça n'a absolument aucune importance. Moi, je coach 90% de femmes. Mes clientes réussissent exactement ce qu'ils veulent. Il n'y a rien qui les empêche de quoi que ce soit. Mais si tu décides que c'est ça que tu veux voir, ce qui t'empêche, c'est fini. C'est terminé. Merci, Jessica, de t'être joint à nous. Merci d'être un modèle puis un exemple et de nous rappeler que le succès, c'est absolument possible. C'est une question d'éducation, c'est une question de mindset, c'est une question de courage. Merci de nous ramener sur la planète Terre que c'est difficile, la vie, c'est vrai, mais il y a plein de choses de possibles et jamais ça va être une bonne raison de commencer à en vouloir à la Terre au complet parce qu'on souffre. Tout le monde souffre de différentes façons. Il y en a plus, il y en a de moins, c'est vrai. Mais merci beaucoup, Jessica. Alexandre, un mot de la fin de ton côté. C'est que j'espère qu'il n'y a pas juste des gens de notre âge qui vont regarder ça. J'espère que répète pas ça, on peut aller chercher. Je ne sais pas si on peut mettre des emojis de TikTok ou aller chercher une clientèle plus jeune parce qu'il y a plein de Jessica Arnois, il y a plein de Jessica Arnois qui vont voir le jour dans les prochaines années. Puis c'est une question aussi de modèle. Je pense aussi qu'il n'y a pas assez de modèles encore, même en humour, même des mazas, des gens qui défoncent des murs. Fait que bravo Jessica, puis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis ton vin est bien bon. C'est quoi tes prochains projets, Jessica? Sur quoi tu travailles là, présentement? J'aimerais ça sortir Bu du Québec, si on est capable de fournir toujours qualitativement parlant. Je trouve ça le fun. Mon jeu, fait que j'ai le jeu vin mystère, mais le jeu bière mystère avec Randolph qui s'en vient. Ça va être vraiment cool. J'ai mon club de vin. Donc, un autre livre, mes études. Je pense que c'est de triper, d'avoir des objectifs qui nous stimulent. Parce que j'ai parlé d'imagination. Tu sais, je pense que c'est toujours d'avoir un sens. Il faut que ce soit sain et que ça fasse du sens. C'est à moi de vous remercier parce que si vous n'avez pas ce canal-là, on ne pourrait pas parler de ces choses-là. Donc, bravo à vous de justement aider la société, hommes-femmes, à aller plus loin. Donc, moi, je me trouve très privilégiée d'être avec vous autres aujourd'hui. Puis moi aussi, je suis privilégié de t'avoir, Jessica, puis toi, Alexandre, que j'aime. Tu le sais que je t'aime. C'est très réciproque. Bon mot de la fin, en tout cas. On souhaite une bonne journée, tout le monde. Merci. À la prochaine. À la prochaine.